C'est l'heure de votre journal. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 21 septembre 2016. Aujourd'hui, dans l'actualité, on ne compte plus qu'une douzaine de batteurs d'or en Europe. Un seul se trouve en France. Cet irréductible s'est installé depuis près d'un siècle sur les bords du Léman à Exenevet. Nous sommes allés faire un petit tour dans cet atelier atypique où l'on fabrique des feuilles d'or. Et puis les spectateurs savoyards ont vu rouge hier contre la Fédération française de basket. Elle a tout simplement oublié de convoquer les arbitres pour la rencontre opposant Aix-Maurienne Savoie Basket à Châlons. Finalement, le match a bien eu lieu, le résumé à la fin de ce journal. Au XVIIIe siècle, près de 5000 batteurs d'or étaient en activité en France. Aujourd'hui, il n'en reste qu'un seul. L'entreprise Dauvet, née à Paris il y a bientôt 200 ans, s'est installée sur les bords du Léman en 1937. Ils sont encore une dizaine de salariés à faire vivre ce savoir-faire ancestral. Nous sommes allés leur rendre une petite visite. Chaque feuille d'or ne mesure pas plus d'un dixième de micron d'épaisseur. Un seul filet d'air suffit à la replacer dans son cahier. Pour parvenir à cette finesse, 9 étapes sont nécessaires. Retour à la case départ avec Nadine. La forgeuse a une lourde responsabilité. C'est elle qui réalise l'alliage initial. En fonction des besoins, je vais mettre l'or pour faire la couleur. On pourrait presque dire que c'est vivant, tellement que ça a une réaction. Chaque ruban est complètement différent de l'un de l'autre, même si les alliages sont pareils. Il y a toujours une relation. J'ai une relation avec les rubans. C'est extraordinaire. Après la fonte, une étape essentielle pour la qualité des feuilles d'or, vient le temps du laminage. Le petit lingot est écrasé pour constituer un long ruban de métal précieux. 194 grammes exactement. Nous allons obtenir là, celui-là, on va obtenir 27 mètres à peu près. Avec le temps, les différentes étapes se sont mécanisées, mais le savoir-faire initial reste le même. Nadine l'a appris ici, sur le tas. Elle espère bien pouvoir le transmettre un jour à son tour. Voilà, il est splendide. Il est très beau. Il faut qu'on réussisse à passer le flambeau aux plus jeunes que nous et à continuer dans ce métier, puisqu'on est les seuls. Donc c'est vrai que ça te donne un peu de responsabilité de te dire qu'il faut quand même que, après moi, il y ait du monde qui le fasse encore. Pierros Dauvet est un représentant de la 6e génération des batteurs d'or. Lui aussi défend le savoir-faire à la française face à une concurrence asiatique féroce. En France, on fait de l'or qu'on appelle bord à bord, qui est la feuille d'or fait la taille du livret, alors qu'en Europe, ils utilisent ce qu'on appelle du survidé, c'est le livret est plus grand que la feuille. Il n'y a qu'en France qu'on fait du bord à bord. En un peu moins de 2 siècles, les feuilles d'or Dauvet sont allées recouvrir le dôme des Invalides ou encore la flamme de la Statue de la Liberté. Elles cherchent aussi leur place dans des marchés d'avenir, l'alimentaire et le cosmétique par exemple. Économie encore. En cette période de foire au vin, intéressons-nous à l'entreprise Vinatis, leader français de la vente en ligne de vin. Même si elle ne représente pour l'heure que 5% du marché, le secteur est en pleine expansion. Exemple de cette réussite, chaque jour, ce sont plus de 6000 bouteilles de vin et spiritueux qui sont expédiées par la société Haut-Savoyarde en France et à l'étranger. Sébastien Germain s'est rendu au siège à Anne-Sylvieux, reportage. 200 000 bouteilles stockées dans cet immense entrepôt de 3500 mètres carrés. Des chiffres qui montrent la puissance de Vinatis, leader français de la vente en ligne de vins et spiritueux. Chaque jour, ce sont plus de 350 commandes qui partent de la plateforme d'Annecy-le-Vieux. Ça a mis du temps, mais on s'est construit petit à petit, on a su fidéliser nos clients et on a su gérer surtout cette boîte, on dit souvent un bon père de famille, sans faire des investissements hasardeux. Et on a toujours eu comme souci d'être rentable et de pouvoir continuer à exister les années suivantes. Donc on n'avait pas beaucoup d'argent, donc il fallait avoir beaucoup d'idées. Après 14 ans d'existence, la start-up Haut-Savoyarde a donc réussi le pari de s'imposer dans le domaine de la vente de vin.
malgré la vive concurrence des grandes enseignes et des cavistes. On peut proposer des produits que la grande distribution ne pourra pas proposer. D'abord parce qu'il y a des producteurs qui ne veulent pas y être en grande distribution, et puis surtout quand ils mettent un vin, il leur faut beaucoup de volume. Nous, on arrive encore à trouver des vins avec des petits volumes qu'on va proposer à nos clients, et la qualité de l'offre aussi qui va permettre de nous distinguer de la grande distribution. S'il est une étape primordiale dans le choix des vins, c'est bien la dégustation. Plusieurs fois par semaine, les vins sont testés par un collège de sommeliers. Le vin doit faire l'unanimité auprès de nos sommeliers, en plus du fait que les vins doivent avoir des récompenses, parce que c'est un plus pour conseiller et puis guider le consommateur sur Internet. On déguste tout à l'aveugle, on fait des fiches techniques descriptives le plus précis possible. Vignatis a mis en place un véritable suivi participatif, en plus de la simple vente en ligne. Nos clients laissent beaucoup d'avis sur les vins qu'ils ont bu, ils les notent. Donc il y a aussi cette façon de guider le client qui lui permet d'acheter en toute sécurité et sans se tromper. Preuve que la recette fonctionne parfaitement, Vignatis enregistre chaque année une progression de 30% pour arriver à un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros en 2016. Et à consommer avec modération, bien sûr. Eux aussi ont fait le choix de la commande en ligne pour consommer, mais en achetant local. À Annecy, la ruche qui dit oui fait office d'intermédiaire entre producteurs et consommateurs. On compte 75 points de vente du réseau en Auvergne-Rhône-Alpes. 2 fois par semaine, les clients de cette coopérative peuvent récupérer leurs achats réalisés en ligne. Donc, c'est ce qu'on appelle le circuit court, un système de distribution qui rencontre de plus en plus de succès. Olivia Boisson nous en dit plus. Bienvenue à la ruche qui dit oui. La coopérative d'Annecy fait partie des 58 ruches ouvertes en Rhône-Alpes. Ici, producteurs et consommateurs se rencontrent lors de la livraison des commandes passées préalablement sur Internet. Aujourd'hui, Nathalie Guigues, responsable de la ruche, attend une 50aine de personnes. Les gens changent de mentalité. Ils mangent moins souvent de la viande, par exemple, mais de bien meilleure qualité. La part va diminuer, le poids va diminuer, mais la qualité va augmenter. Donc c'est ce changement qui se fait peu à peu, mais qui se fait sur tous les produits. Les gens préfèrent manger des yaourts qui sont à date limite de consommation à 2 semaines, parce qu'il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien de surajouté. Les yaourts sont faits avec du lait, du ferment, des confitures de fruits pour les parfumer. Ils savent ce qu'ils mangent. Et ça, c'est aussi le travail des responsables d'aller un petit peu voir comment ça se passe en amont. Ludovic de Wild fait partie des fournisseurs de la ruche qui dit oui. Il est libre d'appliquer ses prix. En contrepartie, environ 17% du prix hors taxe de chaque produit revient à la coopérative. Un bon compromis selon ce producteur. L'avantage de la ruche, et qui n'est pas des moindres, c'est qu'on a les commandes suffisamment longtemps à l'avance des clients, et ce qui nous permet de répondre rapidement aux commandes sans avoir de stock qui nous reste derrière, puisqu'on a les quantités nécessaires à fournir. La ruche qui dit oui a de plus en plus de succès auprès des producteurs et consommateurs. Et si 700 ruches sont présentes en France, il en existe aussi à l'étranger, comme en Italie, en Espagne, mais aussi au Royaume-Uni. Et sachez que cette semaine, le magazine économique Ambition sera consacré au circuit court. Retrouvez Olivia Boisson demain jeudi à 18h45 pour tout savoir. 21 septembre, dernier jour de l'été, malgré les appels à la vigilance pour la sécheresse en Savoie, l'été a été particulièrement chaud mais pas exceptionnel. Il a fait par exemple plus chaud en 2015. À noter toutefois qu'à Chambéry cet été, la température a dépassé les 30 degrés pendant 36 jours, soit le double de la moyenne habituelle selon nos confrères du Dauphiné Libéré. Le 10 juillet a été le jour le plus chaud, il a fait 35 degrés. Du sport pour aller jusqu'à la fin de ce journal. En basket, Aix-Maurienne recevait Châlons, une équipe de Pro A, en 16e de finale de la Coupe de France mardi soir. Une rencontre qui a failli ne pas avoir lieu et qui a dû être dirigée par des arbitres locaux. Les explications et le résumé de ce match particulier avec Sébastien Germain. Ce 16e de finale de Coupe de France aura d'abord débuté avec une grosse fausse note. Aucun arbitre officiel n'était présent à la Halle Marlioz pour le coup d'envoi. La Fédération française de basketball, responsable de ce couac, n'en sort franchement pas grandi. C'est donc avec 1h30 de retard que le match commence. Et les joueurs d'Aix-Maurienne vont très bien négocier cette entame face à Châlons, pensionnaire de Pro A, mais surtout champion de France en 2012. Très adroit à 3 points, les hommes de Sébastien Bozon font la course en tête.
En s'appuyant sur une défense très solide et des attaques rapides, AMSB est à la hauteur de l'événement. Gilles Noël enchaîne les paniers et Aix-Maurienne mène 20-19 à la fin du premier quart-temps. Mais l'élan chalonnais n'a pas fini 3e de la Coupe d'Europe le printemps dernier par hasard. Le pivot Mustapha Fall et ses 2,18 m vont faire très mal aux Savoyards dans ce deuxième quart. Les Chalonnais retrouvent des vertus défensives et une adresse qui leur faisait défaut. Le résultat est immédiat, malgré un très bon apport des jeunes côté AMSB. On citera Madiop Ndiaye notamment. À la mi-temps, Châlons mène de 9 points. Mais l'équipe bourguignonne retombe dans ses travers lors du troisième quart-temps. Aix-Maurienne en profite pleinement. Le meneur lituanien Paulus Dambroskas prend le match en main de fort belle manière en distribuant le caviar. AMSB revient à 4 petits points avant les 10 dernières minutes. Malheureusement pour les courageux supporters, il n'y aura pas de miracle. Châlons appuie sur l'accélérateur et Aix-Maurienne explose. Il n'y a plus de suspense en fin de rencontre. Score final 100-81 pour le club de Pro A. Il n'y a pas de match petit match ou grand match, il n'y a pas de match amicaux. Pour moi, perdre de 10 points, c'est pas pareil que perdre de 19. Du coup, voilà, c'est ça qui m'énerve un petit peu. Au-delà de l'élimination, on gardera le souvenir de ce grave manquement de l'instance fédérale qui aura marqué le début de soirée. On pensait tous rentrer à la maison et qu'il n'allait pas avoir de match. Franchement, on n'était pas dans le match du tout. Chacun a appelé ses femmes pour dire viens pas, ça sert à rien, il n'y a pas de match. Après, on nous dit qu'il y a un match. Après, on nous a dit qu'il y avait des gens du public qui allaient peut-être arbitrer parce que dans la loi, c'est comme ça. C'était du grand n'importe quoi. Aix-Maurienne Savoie Basket rejoue dès vendredi contre Fos-sur-Mer en Leaders Cup. L'objectif sera d'emmagasiner de la confiance à 3 semaines de la reprise du championnat. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Juste après, vous retrouvez Emmanuel Jaude pour Destination Montagne. Nos programmes continuent donc sur 8 Mont-Blanc et sur 8montblanc.fr. Passez une très belle soirée.